Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Aujourd'hui, on continue notre mini-série sur la question du droit d'asile et nous abordons la question de la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. En lien avec ce que nous disions hier, dans le dernier article, la dernière vidéo, l'impossibilité d'effectuer plusieurs demandes de protection internationale. Et à cet égard, il est encore utile de se rapporter à notre règlement européen du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Plus court, le règlement Dublin III. L'article 3 du règlement Dublin III, en son paragraphe 1, nous indique que la demande de protection internationale est examinée par un seul État membre. Voilà, c'est en lien avec ce qu'on disait, ce dont on parlait dans notre précédent article. Et l'article 3, paragraphe 1, renchérit encore et indique que la demande est examinée par un seul État membre qui est celui que les critères du chapitre 3 désignent comme responsable. Il est donc intéressant de se reporter au chapitre 3 du règlement Dublin III pour déterminer l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Et notamment, nous allons voir dans ce chapitre 3 certains critères de détermination qui se rapportent à la présence de membres de la famille notamment. Une hiérarchie des critères existe dans la détermination de l'État membre responsable de la demande de protection internationale. Et les États membres de l'Union européenne prennent en compte notamment tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de la famille, de proches de tout autre parent du demandeur. Mais il faudra bien veiller à ce que ces éléments de preuve soient produits avant qu'un État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article 22 et 25 du règlement Dublin III, et réponse à une requête aux fins de prise ou de reprise en charge. Ces derniers éléments sont très intéressants, notamment pour une personne qui aurait effectué sa demande par exemple en Allemagne, mais dont la présence sérieuse de membres de famille serait au Luxembourg. Enfin, de manière importante, un État peut avoir été désigné comme responsable de l'examen de la demande de protection internationale, mais pour des raisons de défaillance systémique dans la procédure d'asile et d'accueil des migrants et demandeurs de protection internationale, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne peut exister. En d'autres termes, si l'accueil des migrants il peut y avoir des difficultés en termes de gestion de l'accueil des demandeurs, dans un pays, il sera peut-être difficile de renvoyer une personne, un demandeur, dans tel ou tel pays. Et au sens de l'article, il faut se reporter donc à cet article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose tout simplement, article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne indique, c'est l'article qui évoque l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Et dans ce cas, donc, l'État membre procédant à la détermination de l'État responsable du traitement de la demande de protection internationale continuera son examen sur la base des critères évoqués ci-dessus. Notamment les présences de membres de famille, etc. Article 3, deuxièmement et deuxième paragraphe du règlement Dublin 3. Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Pour aller plus loin, nous allons un peu évoquer, mais nous allons essayer d'être relativement plus concis parce que les articles et les sources citées sont assez longues. Ce règlement a des articles assez longs. Donc pour aller plus loin, règlement européen dit Dublin 3 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Vous aurez compris que ce règlement Dublin 3 est absolument capital pour les questions qui nous occupent dans ces articles. Article 3, paragraphe 1 du règlement Dublin 3. Article 3, paragraphe 1 du règlement Dublin 3. Paragraphe 1, pardon. Article 3, paragraphe 1 du règlement Dublin 3 dispose: les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. Et ensuite, la deuxième phrase, la demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre 3 désignent comme responsable. Donc là, on apporte encore une nouvelle réponse à notre question qui figurait à notre dernier article et poste. Ensuite, l'article 3, deuxièmement et deuxième paragraphe de cet article 3, deuxièmement, du règlement Dublin 3. Article 3, deuxièmement et deuxième paragraphe. C'est bien ça, article 3, deuxièmement et deuxième paragraphe. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques, dont je vous parlais tout à l'heure, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des migrants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cet article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est absolument capital à cet égard. L'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devra donc poursuivre l'examen des critères énoncés au chapitre 3 du règlement Dublin 3. Donc les critères en question dont nous parlions d'une certaine hiérarchie à cet égard. C'était notamment les critères de la présence sérieuse de membres de famille au sein d'un pays qui pourrait être en charge de l'examen de la demande et ensuite être le pays d'accueil de cette personne, de ce demandeur. Voilà, donc il faudra se reporter. Donc c'est ce que nous dit cet article 3 du règlement Dublin 3 à son deuxième paragraphe. Je sais, le droit c'est un petit peu complexe parfois. Donc voilà, il faudra se reporter à cela et il faudra bien veiller à ce que dans l'examen de la demande, qu'il n'y ait pas de défaillance systémique et la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme nous disions. L'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuivra donc l'examen des critères énoncés au chapitre 3 afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Voilà l'article 3, deuxième paragraphe. Ensuite, la source suivante était donc le chapitre 3, les articles 7 et suivants du règlement Dublin 3. Ce chapitre 3 en question indique tout ce qui étaient les éléments s'agissant de la présence éventuelle de membres de famille, par exemple. Ensuite, source suivante, pour aller plus loin dans notre petite partie, article 7 du règlement Dublin 3, article 7, que dit
cet article 7, voilà, c'est effectivement cette hiérarchie des critères pour la détermination de l'État membre responsable. Par exemple, le deuxièmement de cet article 7 est intéressant. Il dispose la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. Le troisièmement de cet article 16 nous indique au début, en vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, qui sont les articles 8, 10 et 16 qui évoquent la situation des mineurs, et ensuite la situation des membres de la famille les membres de la famille demandeurs d'une protection internationale, l'article 10, et l'article 16 à propos des personnes à charge, on parle des personnes à charge. Voilà, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de famille, de membres de la famille, donc de proches ou de tout autre parent du demandeur. Voilà, je ne vais pas poursuivre parce que cet article 7, troisièmement, est assez long. Mais voilà, voilà certains éléments qui pourront vous donner, je pense, des clés de compréhension, d'une meilleure compréhension de ces questions de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Et enfin, donc l'article 4, on va le répéter une dernière fois pour la mémorisation et pour pouvoir après mieux comprendre notre droit d'asile. L'article 4, qui est fondamental, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà pour notre article de ce jour sur la question de la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Et vous pouvez bien sûr retrouver cet article sur notre podcast du droit et de l'impact et sur notre Vademecum, le blog Vademecum du cabinet Bertrand Mario Avocat avec un S, Vademecum, Mario Avocat avec un S en un seul mot, .com/Vademecum. Et aussi sur notre chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat avec un S. Voilà, et vous pouvez souscrire, ça nous rendra aussi service et ça le fera poursuivre la qualité de ce que nous vous fournissons et à nous améliorer aussi de plus en plus, et notamment pour être mieux répertorié aussi et pour pouvoir avoir quelques autres intérêts, quelques autres avantages pour mieux vous servir en termes de production de contenu libre. Voilà, à très bientôt. Bertrand Mario, avocat à la Cour, barreau de Luxembourg.